Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 8. Rêve sous pression. Que serait une vidéo sur des merveilles sous-marines sans évoquer le légendaire commandant Jacques-Yves Cousteau, surtout quand il a réalisé l'un des plus grands rêves de l'humanité, celui de vivre sous l'eau. Le rêve fou de Cousteau deviendra réalité par un tour de force technologique par le biais des projets Précontinent. Le projet a connu 3 itérations au total, mais seulement le projet Précontinent 2 existe encore et il peut même être visité dans la mer Rouge au large du Soudan, sur le récif corallien de Shahab Rumi au large de Port-Soudan. Il s'agit de faire entrer le fond de la mer dans la pratique quotidienne de l'humanité, déclarait déjà Jacques-Yves Cousteau à l'époque. L'installation est à 10 mètres de profondeur et 5 hommes investissent pendant 1 mois l'étoile à 4 branches qui comprenait une salle de séjour centrale desservant plusieurs chambres, 3 téléphones, une télévision et même l'eau chaude. Que demander de plus? Et 16 mètres plus bas, une autre maison accueillait 2 pionniers pendant 1 semaine. Et en partant de ce camp de base avancé placé sous un mélange d'oxygène et d'hélium, ils peuvent effectuer des plongées jusqu'à 50 mètres sans palier et pousser quelques expéditions jusqu'à 110 mètres de fond. Le programme avait débuté en 1962 dans la rade de Marseille, où 2 plongeurs, océanautes entre guillemets, ont passé plusieurs jours enfermés à bord de Diogène, la première maison sous-marine du programme, certes sommaire, mais qui disposait déjà des éléments de confort nécessaires. Et la dernière version, Précontinent 3, poussera encore plus les limites. La maison est aménagée pour accueillir 6 océanautes à plus de 100 mètres de profondeur au large de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Les conditions sont très difficiles pour les courageux océanautes. L'air qu'ils respiraient, composé d'hélium comprimé, leur donnait des voix très aiguës, voire incompréhensibles. Et à une telle pression, ils ne pouvaient pas faire bouillir leur café et leur nourriture n'avait ni goût ni odeur. Il faut noyer nos assiettes sous le ketchup pour sentir quelque chose, témoignait l'un d'eux. Ils ont aussi souffert de nombreuses plongées périlleuses dans une eau très froide qui affaiblissait encore plus leur corps déjà soumis à de rudes conditions. Et suite à 27 jours d'immersion et puis 3 jours et demi de décompression, les océanautes refont surface, indemnes et sans séquelles. Mais plus de 60 ans plus tard, l'aquanaute Fabien Cousteau, petit-fils de Jacques-Yves Cousteau, projette de construire une immense station sous-marine dans les profondeurs de la mer des Caraïbes, nommée Proteus. La plateforme, à la fois laboratoire et habitat, vise à favoriser les recherches scientifiques sur les océans. Il y en a un là-haut qui doit être bien fier. Numéro 7, rivière sous-marine. L'une des découvertes les plus inattendues et les plus uniques et surtout des plus féeriques a été faite dans la péninsule du Yucatan au Mexique, plus précisément dans le cénote Angelita. Les cénotes sont des structures essentiellement situées en Amérique du Nord et en Amérique centrale et qui sont en réalité des dépressions, gouffres ou dolines ou encore avants pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres de profondeur et remplies d'eau. Formant souvent une simple cuve, elles peuvent néanmoins être dotées de failles ou de ramifications débouchant même sur l'océan. Dans ce second cas de figure, on peut alors observer un phénomène fascinant dans les eaux du cénote. C'est le cas pour Angelita. Durant les premiers 25 mètres de descente sous la surface d'Angelita, vous trouverez une eau pure et fraîche. Cependant, alors que vous vous approchez du fond, ou du moins de ce que vous en percevez, à savoir quelques troncs d'arbres et branches fantomatiques dépassant d'un lit de terre et de feuilles, vous constaterez que celui-ci est entouré d'une étrange brume. Serpentant le long de ses rives, il s'agit en réalité d'une rivière sous-marine, et en dessous de l'eau douce bleu turquoise d'une limpidité cristalline, et à partir des 30 mètres et jusqu'à 60 mètres de profondeur, la cavité est emplie d'eau salée. Le cénote est un système ankyalin, c'est-à-dire que l'eau salée s'y infiltre depuis le littoral par voie souterraine sans se mélanger à l'eau douce. Et c'est au point de rencontre des 2 couches d'eau que la chimie prend forme. On appelle cette région la halocline. À cette jonction apparaît une couche de sulfure d'hydrogène d'environ 1 mètre d'épaisseur. Et le résultat est tout bonnement hypnotique. Une rivière trouble semble s'écouler sous les pieds des plongeurs. L'écoulement de l'eau salée plus dense a même créé des ravines et des dépressions comme le ferait une rivière à la surface, le tout dans un paysage surréaliste. Numéro 6,
USS Saratoga. Ces images où on peut voir un plongeur à côté d'une formation terrifiante et impressionnante qui ressemble à la gueule béante d'un monstre sous-marin tout droit sorti d'un livre de Jules Verne, mais la réalité dépasse certaines fois l'imagination, puisque les images cachent en réalité une histoire encore plus fascinante et touchante que celle d'un monstre sous-marin. Ce qui semble être la gueule d'un monstre est un écubier, c'est-à-dire l'ouverture cylindrique servant à faire passer la chaîne d'une ancre. Il ne s'agit pas de l'écubier de n'importe quel navire, puisque le navire en question est l'USS Saratoga, un porte-avions américain à l'histoire exceptionnelle. Le navire mis en service en 1925 est un porte-avions de la marine américaine de classe Lexington, c'est-à-dire l'un des plus grands porte-avions à avoir jamais existé à son époque. Le porte-avions est une véritable légende de la Deuxième Guerre mondiale, grâce à son histoire rocambolesque et au rôle très important qu'il y a joué. Il fut torpillé une première fois en 1942 par un sous-marin japonais au large de Pearl Harbor. Mais c'était très loin d'être la fin du porte-avions, qui ne sera immobilisé que pendant 4 mois pour réparation. Le navire amiral sera de nouveau torpillé en août de la même année, une semaine seulement après avoir joué un rôle clé dans la bataille des Salomons orientales. Et encore une fois, le navire ne dit pas son dernier mot. Et suite à 3 mois de réparation, il reprend la mer pour presque 3 ans avant d'être frappé cette fois par un kamikaze japonais durant l'attaque d'Iwo Jima. Cette fois, les dommages subis étant bien plus importants. Mais ce n'était pas pour autant la fin du service du légendaire navire. Et en raison des dommages, il fut tout simplement assigné à des tâches d'entraînement à Pearl Harbor. Il sera finalement coulé dans le cadre de l'opération Crossroads, qui était une série d'essais nucléaires menés par les États-Unis dans le but de valider la puissance destructrice des bombes nucléaires sur des navires et des sous-marins. C'est ainsi que des plongeurs ont découvert avec stupéfaction l'apparence plus que particulière du navire qui reposait là depuis 1946 dans l'atoll de Bikini dans les îles Marshall. La coque du navire couverte de flore marine et d'algues offre un spectacle exceptionnel qui devint une véritable attraction pour les plongeurs, attirés et par l'apparence terrifiante du navire mais aussi par son histoire exceptionnelle. Surtout qu'il fait partie de seulement 3 épaves de porte-avions qui sont ouvertes à la plongée libre. Numéro 5, le palais englouti de Cléopâtre. Pourrait-on faire mieux comme découverte sous-marine qu'une cité engloutie? Surtout quand il s'agit d'une cité légendaire où la mythique Cléopâtre est née et décédée et où elle a séduit César et ensuite aimé Marc-Antoine. C'est la découverte faite par 2 archéologues français, Jean-Yves Empereur et Franck Gaudiot dans la baie d'Alexandrie. Et il s'agissait en réalité de toute une partie qui était le cœur urbain d'Alexandrie pendant des siècles, la 2e plus grande ville de l'Empire romain. Environ 20% de la métropole fondée par Alexandre le Grand en 331 avant Jésus-Christ ont sombré dans la Méditerranée à la suite d'une série de tremblements de terre survenus entre le 3e et le 8e siècle de notre ère. Mais le joyau de la découverte était l'île qui a accueilli l'un des palaces royaux des dignitaires de l'ère hellénistique. Il s'agirait même du lieu où, selon la tradition, Cléopâtre aurait séduit César et Marc-Antoine. L'île, connue dans les annales classiques sous le nom d'Anti-Rhodos, était une place forte de l'Alexandrie royale, et peu après avoir été fondée par Alexandre, la ville est restée la capitale égyptienne pendant presque un millénaire. Et les archéologues ont aussi découvert un temple en l'honneur d'Isis, divinité à laquelle Cléopâtre aimait s'identifier. Et la présence de ce temple, près du palais, permet de confirmer de façon quasi certaine qu'il s'agissait bien du palais de Cléopâtre, à côté duquel elle a bâti un temple dédié à sa divinité préférée. Le site a recraché des milliers d'artefacts et d'objets historiques, voire même des statues gigantesques qui étaient sorties de l'eau, et la pêche aux trésors historiques est toujours en cours depuis la découverte du site en 1998, c'est-à-dire près d'un quart de siècle après la découverte. Numéro 4. L'infâme repère des pirates. La ville de Port-Royal vous est certainement familière si vous avez déjà regardé les Pirates des Caraïbes ou bien joué à l'excellent Assassin's Creed Black Flag. Mais cette cité légendaire a bel et bien été réelle. La ville, connue pour avoir été le repère historique des pirates, est aujourd'hui engloutie sous les eaux des Caraïbes, tout près de la Jamaïque. La ville, qui était le siège du gouvernement britannique en Jamaïque, était aussi le principal port de pêche et de commerce de la région,
océans au XVIIe siècle, mais il était aussi et surtout le repère et le quartier général de tous les pirates des Caraïbes et des corsaires sous pavillon britannique qui venaient s'y ravitailler et se reposer après leur pillage des bateaux français et espagnols. D'ailleurs, le célèbre pirate Henry Morgan y règne et y instaure même un code de la piraterie avant d'être même nommé gouverneur de l'île par les Anglais. Comme quoi le crime peut payer. Mais la ville était surtout connue pour être la capitale de la débauche et de tous les vices. Une réputation qui lui avait valu le surnom de The Wickedest City on Earth, qui peut se traduire par la ville la plus dépravée au monde ou bien la ville la plus immorale. Et pour cause, un homme ou bien une femme pouvait s'y adonner à tous les vices de l'humanité. De l'alcool à la prostitution, en passant par les jeux d'argent, tout était bon pour attirer les pirates et leurs précieux sous. Mais la ville connaîtra un tremblement de terre dévastateur qui engloutira les 2/3 de la ville en 1692. Une catastrophe due, selon certains, à la damnation de la ville en raison de son manque de rectitude morale. Et plusieurs excavations archéologiques sous-marines ont été menées depuis pour essayer de mieux comprendre la vie et le commerce de l'époque. Ça donne presque envie de voir à quoi ressemblait la ville avec tous ces pirates et leurs vices. Numéro 3. Enigma tombé à l'eau. L'issue de la Deuxième Guerre mondiale aurait pu être très différente si ce n'est pour le génie britannique Alan Turing qui avait brisé le système de cryptage des sous-marins allemands réputé inviolable, rendant les machines de cryptage des Allemands une lettre ouverte pour les Alliés, prévenant plusieurs attaques sur le sol anglais et rendant même possible le célèbre débarquement. Mais les nazis ne savaient pas que leur secret avait été percé, alors à chaque fois qu'un de leurs navires ou de leurs sous-marins risquait de se faire capturés par les forces alliées, ils avaient pour ordre d'abord de se débarrasser des machines de cryptage Enigma qu'ils jetaient au fond des eaux pour éviter qu'elles ne tombent entre les mains des alliés. C'est pour cette raison que ces machines sont extrêmement rares et très peu d'exemplaires ont survécu à la guerre. Et l'une de ces rares machines témoins de cette époque trouble a été découverte en mer Baltique dans la baie de Gelting au large du Danemark. La machine se trouvait au fond de l'eau suite au sabordage d'un sous-marin allemand U-boat en 1945. La machine qui reposait là n'a été découverte qu'en décembre 2020, près de 76 ans plus tard par une équipe du World Wide Fund for Nature alors qu'ils essayaient tout simplement de remonter des filets de pêche qui pourraient nuire à la faune sous-marine. L'extrême rareté de l'objet en font une découverte hors du commun et l'objet a été traité avec le plus grand soin au musée d'archéologie Schleswig en Allemagne où il connaît une restauration minutieuse avant d'être exposé au regard du public. Et les conservateurs du musée sont plutôt optimistes et pensent que les dégâts causés par les eaux apparaissent plus graves qu'ils ne le sont réellement. Numéro 2. L'appel de Cthulhu. Comme on l'a vu avec le projet Précontinent de Jacques-Yves Cousteau, de la fiction à la réalité, il n'y a souvent qu'un pas. Et c'est grâce à ce fossile découvert en Angleterre, sur le site archéologique d'Herefordshire, dont les strates datent d'environ 430 millions d'années, que cette créature, que l'on dirait sortie d'un roman de science-fiction, a été découverte. La créature bizarre serait un ancêtre des concombres de mer de la classe des Holoturies. Ces derniers ressemblent aujourd'hui plutôt à de grosses limaces qu'à des petits monstres à tentacules. Et pour les fans de science-fiction qui ont l'impression d'avoir déjà vu cette créature quelque part, eh bien, il s'avère que les scientifiques partagent votre point de vue puisqu'ils l'ont ainsi nommé Solasina Cthulhu, en référence au monstre Cthulhu imaginé par l'écrivain Howard Phillips Lovecraft. Dans le roman L'appel de Cthulhu, ce dieu maléfique extraterrestre est décrit comme un monstre à la silhouette vaguement anthropoïde avec une tête de pieuvre dont la face n'aurait été qu'une masse de tentacules et un corps écailleux. Mais le fossile est très loin d'être de la même taille que la créature légendaire et ne mesure en effet que 3 cm. Et ses petits tentacules s'apparentent plutôt à des pieds tubulaires, les plus courts lui servant certainement à capturer sa nourriture, tandis que les plus longs lui permettaient de se déplacer. Ces pieds tubulaires se retrouvent d'ailleurs toujours chez de nombreux échinodermes modernes comme les oursins et les étoiles de mer.
Mais cette créature étrange n'est pas le premier animal à tirer son nom du monstre de Lovecraft. Il existe déjà un parasite de la termite nommé Cthulhu macrofasciculumque et une mouche nommée Nanochthulu lovecrafti. D'ailleurs, les scientifiques sont de vrais petits geeks, puisque de nombreux autres anciens animaux préhistoriques tirent leur nom de personnages de pop culture. Un dinosaure découvert en 2012 a ainsi été nommé Sauroniops pachytolus, en référence à l'œil de Sauron du Seigneur des Anneaux. Aname Aragog est une araignée australienne qui doit son nom au personnage Aragog dans Harry Potter, sans oublier Bulbasaurus Philoxéron d'après le Pokémon Bulbizarre. Numéro 1. Le guerrier sous l'eau. Durant une inspection routinière des fondations d'un ancien pont en bois au fond du lac Asveja en Lituanie, des plongeurs ont fait une découverte très importante. Le corps d'un homme disparu il y a plus de 500 ans au fond du lac. Mais qui était-il et que lui est-il arrivé? L'individu qui est décédé sûrement au XVIe siècle a été retrouvé à 9 mètres de profondeur recouvert de sédiments aux côtés d'artefacts qui ont permis d'en apprendre plus sur son identité. Aux côtés des ossements humains sont en effet apparus une épée en fer, une paire de bottes en cuir, une ceinture en cuir avec une boucle, ainsi que 2 couteaux avec des manches en bois. Cet attirail très bien préservé, malgré les siècles passés sous l'eau, laisse penser que l'homme était probablement un soldat. Et si de nombreuses sépultures de guerre ont été mises au jour dans la région, c'est la première fois qu'un soldat médiéval est découvert sous l'eau en Lituanie. À l'époque, au Moyen-Âge, c'était la dynastie des Jagellons qui régnait sur le grand-duché de Lituanie. Il y avait aussi un château non loin de là, le château de Dubingai, qui servait à protéger la ville de Vilnius des attaques. Rajoutez ça aux traces d'un ancien pont qui a été découvert datant d'à peu près de la même période et les archéologues supposent que c'était un soldat posté sur le pont en question afin d'en garder l'accès et de le protéger. Il reste maintenant à déterminer comment s'est-il retrouvé mort au fond de l'eau avec toutes ses affaires et ses vêtements. Et ce fameux trésor pirate qui a été découvert est le plus grand trésor de l'histoire de l'humanité. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.